Nous avons vu dans la partie précédente du cours comment schématiser un système de manière à l'étudier cinématiquement, c'est-à-dire comment réaliser un schéma cinématique minimal et un graphe de liaison pour pouvoir établir un schéma cinématique minimal. Maintenant, cela n'est pas encore suffisant pour être capable de l'étudier au sens mettre en équation les positions ou les mouvements. Pour ça, j'ai besoin de paramétrer mon système, mon schéma, donc, que j'ai établi de mon système. Nous allons voir que nous allons commencer par associer un repère à un solide pour être capable de faire ça. Donc, qu'est-ce qu'on appelle paramétrage d'un schéma cinématique? Paramétrer, ça va être donner des noms aux angles et aux longueurs pour pouvoir les utiliser dans des calculs. Je veux connaître la longueur d'un vérin, par exemple. Je ne vais pas appeler ça longueur vérin. Je vais appeler ça x ou lambda. Et pourquoi est-ce que j'en ai besoin? Parce que mon schéma cinématique, il sert à analyser les déplacements et ou actions mécaniques. Alors on a vu que c'est plutôt le schéma d'architecture qui me servira à ça. Et donc pour analyser les déplacements, j'ai besoin de pouvoir parler des positions et de leurs variations. Donc j'ai besoin de pouvoir les exprimer dans des équations. Donc j'ai besoin de paramétrer le schéma pour faire ça. Alors, pour parler de la position d'un solide ou de son orientation, de quoi est-ce que j'ai besoin? J'ai besoin de connaître un outil mathématique de base qui s'appelle le repère. Le repère, c'est quoi? C'est ce que vous avez là. Un repère, c'est une origine, le point O0, et une base, c'est-à-dire ici le jeu de trois vecteurs x0, y0, z0. On dit qu'elle est orthonormée directe dans notre cas, c'est-à-dire qu'on veut une base orthonormée, c'est-à-dire que chaque vecteur fait une longueur de 1, d'accord? Et ortho, car ils sont tous perpendiculaires l'un par rapport à l'autre, d'accord? Et direct, pourquoi? Parce que elle est orientée dans ce sens, c'est-à-dire que c'est x0, y0, z0. Pour savoir si elle est dans le sens direct ou non, on peut utiliser la règle de la main droite. Je prends ma main droite et je considère, alors je pose ma tablette, que j'ai x, y et z. Je tends alors à représenter une base orthonormée. Normée, je ne peux pas, mais orthogonale, c'est-à-dire que chaque doigt est à 90 degrés des deux autres, d'accord? À ce moment-là, j'ai x, y et z, et vous voyez, il faut que ça ait la même orientation. Donc ici, x, y et z, je reprends ma main. Alors, je ne vais pas réussir à la tourner comme il faut pour vous, mais voilà, si j'ai x qui pointe vers moi, j'ai y qui pointe vers le haut et z qui pointe vers la gauche. Si je reprends ce schéma, si j'ai x qui vient vers moi, j'ai bien y vers le haut et z vers la gauche. Hop, bon voilà, c'est la tablette qui a tourné. D'accord? Donc x, y, z, j'écarte les doigts pour qu'ils soient orthogonaux. Et là, je sais que j'ai x, y et z et que c'est ça une base directe. Maintenant, définir la position d'un solide. Donc on a dit on veut définir la position d'un solide pour étudier ses variations ou la position tout court. Mais la position, c'est par rapport à quoi? La position, ça va être par rapport à un repère, justement, donné que je considère comme fixe le temps de définir cette position. Prenons un exemple très simple. J'ai cette feuille et je veux être capable de parler de la position de ce personnage sur ma feuille. Là, pour le moment, je ne peux pas en parler. Je ne sais pas la position par rapport à quel coin ou à quel point de la feuille je parle, et le personnage non plus. Je ne sais pas de quel point du personnage je parle. Alors imaginons que je positionne ici mon point 0 de la feuille, mon point haut de la feuille, avec par là mon axe des x, et par là mon axe des y. Et donc z sort tiré de la feuille, montré en l'air. Maintenant, je peux peut-être parler de la position du personnage. Ah, ben non, parce que si je prends un mètre et que je cherche à savoir où est mon personnage, je ne sais pas si je dois parler de la tête du personnage, du coin en haut, du coin en bas, je ne sais pas. Quelle est l'autre solution? Eh bien, je donne un point qui sera le point de référence de mon personnage. Je vais mettre par exemple un point ici. Ce sera le point O du personnage, OP. Bon, maintenant je peux dire où se trouve mon personnage, d'accord?
je suis capable de prendre un mètre et de dire qu'il est là à 11 cm suivant x et à, bon voilà, hein, 8 cm suivant y. Très bien. Mais maintenant, je ne sais toujours pas si mon personnage est comme ça, ou comme ça, ou comme ça. Je ne connais pas son orientation. Donc, pour être capable de parler de l'orientation de mon personnage, je vais devoir associer un repère complet à mon personnage. Avec XP, par exemple, ici, et YP, ici. J'appelle ça XP et YP, car ce ne sont pas les mêmes X et Y qu'ici. Ici, j'aurais pu parler de XF pour la feuille et YF pour la feuille. Et maintenant, je suis capable de totalement définir la position de mon personnage, au sens où je suis capable de dire où est-ce qu'il se trouve. Je dis où est-ce qu'il se trouve en disant où se trouve l'origine du repère que je lui ai associé, et comment il est orienté, car je peux parler de l'angle qui existe entre les deux vecteurs x feuille par exemple et x personnage, ou y feuille et y personnage, c'est le même angle. Donc, résumons un peu tout ça. Pour pouvoir définir la position d'un solide, oui, mais par rapport à quoi? Par rapport à un repère que je considère comme fixe le temps de définir cette position. Grâce à quoi je vais pouvoir définir la position d'un objet, d'un solide? Grâce à un autre repère qui sera lui associé au solide que j'étudie, que je fixe dessus, je le colle. Et comment je vais pouvoir faire? Je vais avoir 6 paramètres, 3 paramètres de position et 3 paramètres d'orientation. Ici, dans notre exemple, on se contentait de travailler dans le plan. Donc je n'avais que 2 paramètres de position, les coordonnées de OP par rapport à OF, et un paramètre d'orientation. Comment mon personnage est tourné par rapport à la feuille. Mais si je travaille dans l'espace, vous vous doutez bien que je peux tourner également comme ça, et que je peux aussi lever ou descendre mon personnage, ce qui fait une coordonnée de plus. Et donc 6 paramètres, 3 de position et 3 d'orientation. Alors, comment définir la position de l'origine? Ce qu'on connaît le plus et ce que vous devez maîtriser, ce sont les coordonnées cartésiennes. C'est l'exemple que je viens d'utiliser. C'est-à-dire que pour mon point OS ici, fixe par rapport à mon solide étudié, je projette sur X, sur Y et sur Z, et j'obtiens XOS, la coordonnée suivant X, YOS, la coordonnée suivant Y, et ZOS. C'est un moyen, avec ces 3 paramètres, de définir la position de l'origine du repère associé au solide. Mais j'aurais aussi pu utiliser des coordonnées cylindriques. Vous êtes censé les connaître, je vous en parle, on les utilisera peu, mais vous devez maîtriser. C'est-à-dire que plutôt que de parler de X, Y et Z, je vais parler d'un angle phi, d'un rayon R et d'une hauteur Z. On voit pourquoi on parle de coordonnées cylindriques, parce que je peux facilement décrire un cylindre avec un point appartenant à un cylindre, avec cet angle, le rayon du cylindre et puis la hauteur à laquelle je me trouve. Et on aurait la relation XOS c'est R fois cosinus de cet angle phi, YOS c'est R fois sinus de cet angle phi, et ZOS c'est égal à ZOS comme précédemment. Ces 3 paramètres nous permettent de définir la position de OS aussi bien que les 3 paramètres des coordonnées cartésiennes. C'est une autre manière de définir. Il existe aussi, pour votre information, des coordonnées sphériques, mais ça, on ne les utilisera pas. Il s'agit de paramétrer un rayon et ensuite un premier angle, puis un deuxième angle. On peut comme ça définir n'importe quelle position de l'espace, mais vous n'avez pas à maîtriser ces coordonnées. Maintenant, comment je vais représenter un changement de base? C'est-à-dire qu'on a dit qu'il y avait aussi l'orientation à prendre en compte. L'orientation, en réalité, on sait qu'il y a 3 changements d'orientation possibles. Mais dans nos cas à nous, on travaillera toujours avec un changement d'orientation puis un autre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on n'aura qu'une seule rotation, peut-être suivie d'une deuxième rotation, mais à chaque fois, on aura des plans intermédiaires. Votre polycopier contient un certain nombre d'informations concernant ces données, et je vous invite à aller le lire.
Donc, pour représenter un changement d'orientation, on va réaliser une figure plane. Une figure plane, c'est la figure qui est ici. Cette figure plane, elle nous permet d'exprimer les vecteurs d'une base donnée, par exemple de la base associée au repère associé à un solide, dans l'autre base, par exemple ici, la base x, y, z. Si je veux exprimer le vecteur x1 dans la base b, c'est-à-dire dans la base x, y, z, je fais cette figure avec toujours un angle ici petit et positif. Pourquoi? Parce que si j'ai un changement de signe qui doit intervenir, cela viendra directement du signe de cosinus et sinus, qui sont, comme vous le savez, des fonctions paires et impaires. Donc, imaginons par exemple que je veuille parler de l'orientation de la base P par rapport à la base de la feuille. Je vais réaliser ma figure plane. J'ai donc ici XP, YF pardon, et XF, ceux de la feuille, et Z de la feuille qui vient vers nous. Vous remarquerez, j'ai fait un point à l'intérieur. Pourquoi? Parce que lorsque un vecteur unitaire pointe vers nous, on le représente comme la pointe d'une flèche qui pointe vers nous. Et lorsqu'il va vers l'arrière, on le représentera par une croix, comme s'il s'agissait un peu d'une flèche d'Indien. Une flèche d'Indien, qu'est-ce que j'appelle une flèche d'Indien? C'est une flèche d'arc, avec à l'arrière les petits ailerons qui lui permettent de voler plus longtemps. D'accord? Et au bout, une pointe conique. Ce qui veut dire que si je la regarde de face, je vois la pointe. Si je la regarde de dos, je vois une croix. D'accord? Donc ici, le vecteur Z pointe vers nous. Et je veux par exemple exprimer les vecteurs de la base P du repère associé au personnage. Je fais XP, YP. Et ici, je vais devoir donner un nom à mon angle. Ce sera l'angle alpha par exemple. Exprimons donc par exemple X de P dans la base XF, YF, ZF. X de P est égal à quoi? X de P est égal à cosinus de alpha suivant XF. Il suffit de se dire qu'ici, je peux tracer un triangle rectangle. Et si vous connaissez SOHCAHTOA, vous verrez qu'on a cosinus alpha ici. Et donc, sinus de alpha suivant YF. Si maintenant, je veux exprimer YP, eh bien, je vais constater que j'ai cosinus de alpha suivant YF et que j'ai moins sinus de alpha suivant XF. En réalité, comment je vais faire pour aller très vite? Si je fais toujours ma figure avec un angle alpha petit et positif, il me suffit de regarder est-ce que j'ai un long déplacement ou un petit déplacement pour arriver à la pointe de ma flèche, et est-ce que c'est du côté positif ou du côté négatif. Comme j'ai pris un angle petit positif, sinus et cosinus sont tous les deux positifs. Comme c'est un petit angle, sinus représente une petite valeur alors que cosinus représente une grande valeur. Et je retrouve facilement du coup que x de p, par exemple ici, ça vaut cosinus suivant YF et moins sinus suivant XF. Si maintenant je veux exprimer directement YF dans la base P, YF vaut quoi? Je regarde. Alors j'ai un petit déplacement suivant x de P. Donc j'ai du sinus alpha suivant x de P plus un grand déplacement suivant y de P. Grand déplacement que je retrouve ici. Donc plus cosinus alpha suivant y de P. Et je peux donc exprimer n'importe quel vecteur dans l'autre base grâce à ce système. Cette figure plane va être beaucoup utilisée dans les exercices, mais l'entraînement vous apprendra à le faire correctement.